Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco sur Vie Aventure. Nous voici dans cette seconde vidéo qui traite du problème du nucléaire, civil et militaire, et surtout des moyens qu'il y aurait permettant de se protéger entièrement ou en partie des conséquences d'une utilisation mal appropriée de ces technologies. Alors pour ce qui concerne le militaire, il est évident que c'est toujours mal approprié. Peut-être pas selon leur point de vue, mais en tout cas selon le point de vue, je pense, de l'humanité en général. Alors pour ce qui concerne les centrales nucléaires, donc c'est l'utilisation civile du nucléaire, nous allons voir ensemble, en gros, comment fonctionnent ces centrales nucléaires et pourquoi est-ce que cela produit des substances qui sont radioactives. On va un petit peu essayer de comprendre tout cela pour ensuite saisir quelles sont ou quelles seraient les directions qui nous permettraient de nous protéger justement des conséquences de cette technologie de manière globale. Alors c'est important de connaître cela, surtout pour ce qui concerne le nucléaire civil, parce que nous vivons avec depuis de très nombreuses années, et bien que cela fasse longtemps que nous vivions avec, sans qu'il y ait apparemment de problème particulier, cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucun danger et qu'il n'y aura jamais de problème dans le futur. Nous avons en réalité connu des accidents importants, au moins 3 de connus et de suffisamment répandus dans le monde pour que cela puisse alerter les esprits de beaucoup de personnes, au point où même certaines décisions très importantes ont été prises par des gouvernements. Dans ces décisions, il y a eu la fermeture de nombreuses centrales nucléaires. Évidemment, quand on voit les conséquences que cela produit lorsqu'il y a un accident, on a de quoi se demander si on doit continuer ou chercher une alternative. Il y a dans le monde 444 réacteurs nucléaires, répartis dans à peu près 30 pays. 444 réacteurs nucléaires. Alors, distinguons bien la différence entre un réacteur et une centrale. Un réacteur, c'est un ensemble qui va produire une chaleur à partir d'un matériau qui est l'uranium-235, qui est celui qui va produire ensuite cette radioactivité. Une centrale, c'est un ensemble de bâtiments qui gèrent cette production de chaleur et qui va la transformer ensuite en électricité. Donc il y aura une partie qu'on va appeler le cœur de la centrale, qui est celui dans lequel on utilise un matériau radioactif qui est l'uranium-235, qui est le matériau qu'on peut casser. On dit qu'il est fissible. Fissible, ça veut dire cassable. Donc, il y a le cœur, et ensuite, à partir de cela, il y a une chaleur qui est produite, une chaleur très importante, et c'est cette chaleur qui va être ensuite transformée pour pouvoir faire tourner des turbines qui vont produire de l'électricité. Au lieu de, par exemple, de faire chauffer du charbon, de faire bouillir de l'eau qui va faire tourner une génératrice de courant, et bien là c'est un matériau nucléaire qu'on va utiliser pour produire cette chaleur. Chaque réacteur utilise par an, en tout cas en France, dans d'autres pays la quantité est à peu près similaire, mais dans chaque réacteur, il est utilisé 170 tonnes d'uranium par an pour que celle-ci fonctionne. Cette utilisation n'est pas infinie, évidemment. Elle produit des matériaux qu'on appelle souvent des déchets qui, en réalité, ne sont pas tout à fait des déchets, ce sont des matériaux qui sont différents. Parce que pour comprendre le procédé, le phénomène de la fission nucléaire, il faut la comparer un petit peu à de l'argent. Quand vous allez faire de la monnaie,
vous allez donner un billet de 100 euros en demandant la monnaie, et là, on va vous donner par exemple un billet de 50 euros et 5 billets de 10 euros. Donc là, vous aurez cassé ou sectionné ce billet de 100 euros en des valeurs plus petites. Eh bien, la fission nucléaire, c'est ça. C'est casser en petits morceaux un matériau qui au départ est cet uranium-235 en d'autres petits morceaux. Il est évident que ce qui est au départ n'est plus ce qui est à l'arrivée. Donc c'est pour ça que en parler comme un déchet, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas le mot juste en tout cas. Le fait par contre que ça produise d'autres matériaux qui sont plus ou moins radioactifs peut être comparé à un déchet, parce qu'un déchet c'est quelque chose qui semble toxique ou nuisible pour l'être humain et pour la vie en général. Alors la radioactivité, je le rappelle, c'est un phénomène qui est tout à fait naturel dans la Terre et dans l'univers, et même à notre niveau, car si vous avez un matériel suffisamment sensible pour mesurer la radioactivité, vous verrez que le corps humain émet de la radioactivité et que pratiquement chaque chose vivante émet de la radioactivité. Donc c'est un phénomène qui est naturel. Par contre, ce phénomène qui est produit en fissionnant l'uranium n'est pas un phénomène naturel. Et il conduit à des matériaux qui sont instables. Et c'est cette instabilité qui produit la radioactivité. Il y a une partie de cette instabilité qui va se résorber très rapidement, parfois dans les minutes qui suivent, d'autres qui seront un peu plus longues, comme par exemple l'iode 131 que une partie d'entre vous connaissent, qui a une demi-vie, on va en parler comme ça puisque c'est ainsi qu'elle est toujours présentée, qui a une demi-vie de 8 jours environ, et d'autres matériaux plus longs dans leur rétablissement d'une forme de stabilité, comme par exemple le césium 137 qui a besoin de 29 années environ pour arriver à sa demi-vie. Et vous avez d'autres matériaux qui sont radioactifs aussi, qui eux, par contre, possèdent des demi-vies qui dépassent les centaines de milliers d'années, voire les milliards d'années. Alors je rappelle, comme je l'ai présenté dans ma première vidéo sur les différents types de radioactivité, plus un matériau est radioactif sur une période de temps qui est très longue, et moins cette radioactivité devient dangereuse pour nous. Plus un matériau, par contre, se rétablit rapidement, plus il va émettre une radioactivité qui sera forte. Et donc ces radioactivités-là, il faut au mieux s'en protéger, s'en préserver, ou du moins essayer de s'en dégager une grande partie. Alors nous verrons des méthodes et des façons de faire qui sont à notre portée. Les centrales nucléaires sont des technologies qui sont assez pointues et qui possèdent deux points faibles. Ce sont surtout sur ces points faibles qu'il faut être attentif. Il y a d'abord le fonctionnement, comme je vous l'ai dit, du réacteur, qui peut être amené à se trouver dans un état accidentel dans lequel il émettrait des produits radioactifs dans l'air, voire dans l'eau. Et ensuite, il y a les produits de fission qui ne sont plus utilisables ensuite directement. Donc on appelle ça des déchets souvent, des déchets radioactifs, mais cela représente en soi aussi potentiellement un danger important. Donc ce sont les deux points sur lesquels nous allons essayer de porter un regard pour nous préserver et pour éventuellement connaître des directions qui nous permettraient soit de diminuer ce danger, soit de s'en protéger totalement. À l'heure actuelle, pour ce qui concerne les déchets radioactifs produits par les centrales, ceux-ci sont tout bonnement stockés, la plupart du temps autour des centrales, et en France, dans certaines centrales en particulier, comme la Hague ou Marcoule. Donc ils sont stockés sous diverses formes, parfois dans des conteneurs métalliques, parfois dans du béton, parfois on les coule dans du verre,
qu'on fait aussi tremper dans de l'eau pendant un certain nombre de mois. En général, c'est environ une année pour pouvoir en diminuer une partie de la radioactivité. En même temps, avec cette radioactivité, il y a une chaleur qui doit se dissiper. Donc pour pouvoir manipuler ces objets ensuite, il faut pouvoir en faire descendre la température. Donc certains sont mis dans des piscines pendant une année environ, et ensuite on les sort, on les stocke, et ils sont stockés comme ça pendant très longtemps. Jusqu'à ce que, alors il y a des projets d'enfouissement, j'ai entendu parler d'un projet dans la Meuse qui serait pour 2025-2030, mais vous savez, ce sont des projets qui n'en finissent plus d'être réalisés. Donc celui-ci envisage d'enfouir une grande partie des produits radioactifs de fission à 500 mètres de profondeur dans des couches d'argile importantes. Là, je vous fais juste noter une petite chose. C'est dans de l'argile qu'on va les mettre. Ça sous-entend que l'argile possède des propriétés, en tout cas, de protection par rapport à la radioactivité. Certains en connaissent un petit peu les propriétés, nous en parlerons plus tard. Alors parlons un tout petit peu maintenant, si vous le voulez bien, du fonctionnement du réacteur. Et ensuite, nous allons voir, d'ailleurs, c'est ce qui va nous permettre de comprendre de quel type d'éléments, de quel type de choses est-ce qu'il va falloir se prémunir. Je vous ai dit tout à l'heure que pour pouvoir produire de la chaleur, on utilisait, en général, c'est de l'uranium 235. Je généralise, il y a divers types de réacteurs, de centrales nucléaires, mais grosso modo, elles fonctionnent à peu près toutes pareilles. Donc, on casse des atomes d'uranium 235 et en se cassant, ceux-ci vont produire des nouveaux éléments qui seront radioactifs. Cette radioactivité va se traduire en partie sous une forme de grosse chaleur et d'émission de rayonnement. C'est ainsi que lorsqu'on va voir deux produits de fission autres que de l'uranium, ceux-ci, pour pouvoir trouver une stabilité, vont émettre pour une part ce qu'on appelle un rayonnement bêta, c'est-à-dire des électrons ou des positons, mais c'est surtout des électrons. Ce sont les noyaux des atomes qui, pour se stabiliser, vont créer une espèce de modification qui fait que les neutrons vont se transformer en protons pour atteindre une forme d'équilibre avec les électrons qui soient stables et qui ne produisent pas de radioactivité ensuite. Donc il y a ici une émission de rayonnement bêta qui est très important. Et ensuite, lorsque ce positionnement se fait, eh bien, il y a des émissions de rayons gamma qui sont, eux, des photons qui se déplacent. Ce sont des photons qui sont émis lorsque cet ensemble doit positionner des éléments à la bonne distance du noyau pour que ça soit équilibré. Et dès qu'on déplace des éléments par rapport au centre de l'atome, eh bien, il y a des émissions de photons qu'on appelle des rayons gamma. Et ces rayons gamma sont très, si vous voulez, importants parce que ceux qui sont émis avec la plus grande distance, ce sont ceux qui traversent pratiquement tout et contre lesquels il faut surtout se protéger. Alors, je vous ai déjà parlé de cela. Si vous voulez faire un petit retour en arrière en regardant la vidéo, ça vous permettra de remettre en place un petit peu quels sont les différents types de rayonnement qui existent par rapport à la radioactivité. Donc, lorsque ces éléments sont fabriqués, ils sont instables et on va retrouver, si jamais il y a un accident au niveau du réacteur, eh ben, de ces éléments qui vont s'échapper, évidemment, dans l'atmosphère. Les plus légers vont partir dans l'atmosphère très haut, seront très vite emportés par le vent et en fonction des conditions météorologiques vont se déplacer. Et ensuite, en fonction, et là ça c'est souvent oublié, en fonction de la situation géographique dans laquelle se trouve cette centrale, eh bien, il y a des endroits qui vont en recevoir plus que d'autres. Par exemple, s'il y a des montagnes, des vallées ou s'il y a des plaines. S'il y a des plaines, eh bien, ça va dépendre essentiellement du vent qui va passer pendant
l'accident et pendant toute la durée de l'accident, parce qu'un accident peut durer très longtemps. Tchernobyl, ça fait déjà pas mal d'années que ça existe et ça continue toujours d'émettre. Fukushima, ça a duré pendant relativement longtemps, ça continue toujours, même si on arrive plus ou moins à calfeutrer ou à modifier certaines émissions radioactives, il y en a toujours. Donc là, en fonction de l'accident qui pourrait survenir, donc ça va dépendre de la météo et ensuite de la géographie des lieux, surtout. Donc c'est par rapport à cela qu'il faudra envisager de faire quelque chose. Et là, c'est très important. Il est évident que pour certaines personnes, il faudra assurément, totalement déménager. Peut-être y penser avant d'ailleurs, avant que ça n'arrive. Donc il y a des éléments légers qui vont partir, des éléments plus lourds qui vont partir aussi, mais qui vont retomber plus rapidement. Donc ils tomberont aux abords de la centrale. Les éléments dont la radioactivité se dissipe très vite seront peut-être moins à craindre que ceux qui restent longtemps. Je vous ai parlé en l'occurrence de certains éléments qui avaient une demi-vie de 29 ans. Lorsque ceux-ci vont tomber autour de la centrale et dans à une certaine distance de celle-ci, ces éléments, durant beaucoup plus longtemps, vont être source de problèmes éventuels. Et c'est contre cela qu'il faudra évidemment se prémunir. Et pour se prémunir, il faut connaître un tout petit peu comment ceux-ci agissent et sur quoi ils agissent. Et en même temps, ensuite, sur nous, comment est-ce que ceux-ci se mettent à nous modifier petit à petit au point où notre corps en subisse des dommages. Lorsqu'il y a des accidents de réacteurs, il y a surtout deux types d'éléments qui sont envoyés dans l'atmosphère et qu'on va retrouver très rapidement pour certains et pour d'autres sur une durée relativement longue. Ce sont les éléments qui sont les plus couramment dissipés et contre lesquels il faudra, de manière générale, se prémunir. Tout d'abord, il y a l'iode 131 qui est un isotope de l'iode et cet isotope est très radioactif. Il a une demi-vie de 8 jours, ce qui veut dire que lorsque l'accident intervient, pendant 8 jours, l'activité de cet élément va être très forte. Donc pour ce qui nous concerne, il va falloir intervenir très rapidement. Cet élément est très assimilable par pratiquement tous les organismes. C'est un élément qui se dissout très facilement dans l'eau. Il est assimilé par les végétaux. On peut l'inhaler très facilement en respirant et on peut aussi l'ingérer dans les aliments. Les animaux qui sont à l'extérieur, qui vont manger l'herbe et qui vont boire de l'eau des rivières, des flaques, peu importe, pendant ces premiers 8 jours, encore après d'ailleurs, mais pendant ces premiers 8 jours, vont en absorber une quantité très importante, de fait. Et ça, il faut y penser, de fait. Leur viande, si on les mange, sera systématiquement contaminée. Le lait que vont produire les vaches ou les chèvres ou les brebis qui seront dans ces pâturages contaminés sera lui aussi contaminé. Et le lait a une capacité à assimiler cette radioactivité qui est très importante. Imaginez que ce lait est utilisé pour les produits laitiers et pour nourrir les enfants. Les personnes qui seront les plus sujets à être dérangés par cette émission radioactive d'iode 131 seront surtout les enfants, parce que leur thyroïde utilise, comme celle des adultes aussi, de l'iode pour fonctionner, mais comme ce sont des individus en croissance, il y a une activité qui est beaucoup plus importante au niveau de la thyroïde qui fait que leur thyroïde va absorber de manière beaucoup plus rapide cet élément radioactif. Comme elle absorberait de manière beaucoup plus rapide que nous d'autres éléments naturels.
c'est logique. Les gens qui sont en croissance, qui font beaucoup de sport, qui ont beaucoup d'activités, vont aussi l'assimiler de manière plus importante. Pourquoi? Parce que dès que le corps est en activité, eh bien, il y a une activité de la thyroïde qui est plus importante. Et donc une assimilation pendant ces plusieurs semaines, en tout cas, pendant au moins 15 jours, une assimilation qui se fera, qui sera très importante de cet iode 131, qui conduit à la longue, évidemment, à une cancérisation, en général, des cellules de la thyroïde et proches de la thyroïde. Pour les personnes âgées, cette activité est beaucoup moindre. Et se protéger pour les personnes âgées n'est pas toujours une nécessité. Pourquoi? Parce que l'évolution, de toute façon, des cancers qui s'en suivent est beaucoup plus longue que la survenue de la mort ensuite. Et c'est valable pour certains cancers dont je ne parlerai pas d'ailleurs, mais il faut regarder les choses comme elles sont et ne pas intervenir inutilement. Donc c'est important d'intervenir pour les enfants. Alors, je vous expliquerai comment, pas dans la prochaine vidéo, parce que je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment se débrouiller pour mesurer la radioactivité et se débrouiller pour pouvoir faire face à tout ça. Et ensuite, je vous donnerai des détails plus importants. Donc je vous ai dit par contre que pendant au moins, pour se protéger de cet élément-là, pendant au moins une semaine à 15 jours, il faudra éviter absolument de récupérer de l'eau à l'extérieur et des végétaux qui sont à l'extérieur, pour ne pas assimiler ce radionucléide. Il y a un autre élément qui est dégagé et qu'on retrouve de manière générale après tous les accidents de réacteurs nucléaires. C'est le césium-137. Le césium-137, c'est un élément qui est très radioactif et dont la demi-vie est de 29 années. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où il y a un accident de réacteur, on est bon pendant toute une génération, on va dire presque toute une vie, à faire attention à ça et en tenir compte. Surtout donc les 29 premières années. C'est un élément qui est très assimilable, qui peut s'inhaler à la respiration, qui peut s'ingérer dans l'alimentation, il se dissout dans l'eau. Il a tendance par contre, à la différence de l'iode 131 qui lui s'imprègne très rapidement dans les eaux, dans les sols, qui s'insinue très, très vite dans les sols, lui il a tendance plutôt à rester en surface. Il a du mal à aller à l'intérieur des sols. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? On va essayer de réfléchir par rapport aux végétaux. Pourquoi? Eh bien parce que les végétaux vont assimiler aussi bien l'iode 131 que le césium 137, mais le césium 137 est en plus en surface, il aura tendance à être emporté par les eaux de pluie. Ce qui veut dire que, après un accident de centrale, s'il se met à pleuvoir très rapidement et pendant plusieurs jours, une très grande partie de ce césium sera emportée. La situation géographique dans laquelle nous sommes va avoir une grande importance relativement à cela. Pourquoi? Parce que lorsque les eaux de pluie emportent ce qui est en surface, si vous êtes en hauteur, vous serez débarrassé très rapidement de ces produits radioactifs, puisqu'ils vont être emmenés vers le bas. Par contre, si vous êtes en bas, dans le fond d'une vallée, eh ben, vous aurez une accumulation de césium 137 qui sera très importante et qui va perdurer pendant très longtemps. Autre chose, toutes ces eaux de pluie vont raviner dans les rivières et ensuite dans les fleuves. À chaque fois qu'il va pleuvoir, systématiquement, l'eau des fleuves sera énormément remplie de ces radionucléides. Il ne faudra surtout pas manger de poissons des rivières et de lacs. Surtout pas. Il faudra éviter de récupérer cette eau à chaque fois qu'il pleuvra.
à chaque fois qu'il pleuvra, il faudra éviter de récupérer l'eau parce que cette eau aura emporté tous ces éléments radioactifs. Les plantes, globalement, auront tous plus ou moins assimilé une partie de ces éléments radioactifs. Les plantes dont la croissance est vivace auront assimilé ces éléments pour plusieurs années. Donc ce sont des plantes qu'il faudra éviter de ramasser. Les plantes qui ont une croissance bisannuelle seront aussi à éviter parce que, ou trisannuelle, parce que pour la même raison, elles auront accumulé une partie de ces éléments radioactifs et donc la plante sera contaminée pendant toute la durée de sa croissance. Seules les plantes annuelles auront la capacité de trouver un sol plus sain, puisque je vous ai dit que le césium 137 a tendance à rester en surface. Donc lorsqu'il y aura une nouvelle génération de plantes qui va pousser, de plantes annuelles, de bisannuelles aussi, mais il faut attendre, parce qu'il faut attendre quand même que les plantes se sèment. Donc il faudra attendre l'année d'après pour les bisannuelles, et il faudra attendre la nouvelle pousse des plantes annuelles. Et ces plantes, on pourra à peu près les consommer de manière générale. Il y a d'autres éléments qui sont évacués lorsqu'il y a un accident nucléaire. Alors, ces autres éléments, il y en a plein qui sont en toute petite quantité, qui n'ont pas une grande importance. Le seul qui a un tout petit peu plus d'importance ensuite, après le césium, c'est le strontium 90, qui lui dure à peu près 29 ans aussi. Il a à peu près les mêmes caractéristiques que le césium 137. Alors une chose sur ces deux-là que je vais donc vous indiquer, alors c'est plus le césium 137 qui dure et qui est présent en quantité importante, le strontium ça sera un peu moins. Par contre, ces deux éléments-là sont assimilables par les végétaux, les animaux. Ce sont des éléments qui vont être dilués dans les eaux. Les animaux qui vont être dans des endroits où il y aura ces éléments radioactifs seront contaminés. Leur lait sera contaminé, leur viande sera contaminée. Encore une fois, il faudra faire attention à tous ceux qui sont en croissance, tous les individus en croissance, jeunes et un peu moins jeunes, parce qu'ils seront sujets à assimiler d'autant plus ces éléments. Ces éléments ont tendance, par rapport à l'iode 131, à se fixer surtout dans les os et dans les muscles. C'est pour ça que je vous disais, plus vous avez d'activité, plus vous serez sujet à en assimiler. Par contre, si vous n'avez pas d'activité, les personnes âgées en l'occurrence, les personnes qui n'ont pas une activité importante, ceux-là seront moins sujets à les assimiler parce que leur thyroïde fonctionne moins vite et c'est la thyroïde qui gère la croissance de votre organisme, la vitesse de fonctionnement de toutes vos cellules, si vous voulez, l'ossification de manière générale et la fabrication de nouvelles cellules. Tout est lié. Voilà, je vous ai donné des pistes, je pense, à travers cette vidéo. Je ne veux pas vous casser la tête de trop. Pour cette fois-ci, je pense que nous avons vu de manière générale tout ce qui était important à voir. Alors ce sujet est d'autant plus important que depuis qu'il y a la guerre en Europe et que les dirigeants occidentaux ont, disons, conduit nos pays à aller vers des pénuries, il y a un engouement d'un grand nombre de pays à construire des centrales nucléaires. En l'occurrence, donc je vous ai dit qu'il y avait 444 réacteurs nucléaires dans le monde et dans 30 pays. Eh bien, il y en a de prévu le même nombre pour d'ici 2050, ce qui veut dire que nous allons donc être encore plus soumis aux dangers possibles de ces centrales. Alors la France est un pays qui est malheureusement très soumis à ce danger parce que même si ce n'est pas le pays où il y a le plus de centrales dans le monde, c'est le pays où la concentration
de centrales et de réacteurs nucléaires par rapport à sa superficie est le plus grand du monde. Aux États-Unis, par exemple, il y a 96 réacteurs nucléaires, mais c'est un pays qui est 10 fois plus grand que la France. Au Japon, il y en avait 39, par exemple, mais ils en ont arrêté beaucoup, de telle sorte qu'ils n'en ont plus que 8 maintenant. Donc le danger sur une île qui est plus petite devient moins grand. En France, il y a 58 réacteurs. 58 réacteurs pour un pays qui fait 540 000 km² environ. Il va y en avoir 6 qui démarrent leur construction et 8 autres qui sont prévus ensuite. Donc ça vous donne une idée des possibles dangers dans lesquels nous allons nous trouver dans l'avenir. Voilà, c'est donc un sujet qu'il est possible de réfléchir. On peut le réfléchir en amont pour éviter de se trouver pris au piège ensuite. Vous savez que même si pour l'instant les choses se sont bien passées, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger. Nous vivons avec ce danger, c'est différent. Et pour l'instant, nous n'avons pas eu trop à nous en plaindre. Il est difficile parfois de faire confiance aux autorités qui masquent beaucoup de choses. Donc parfois il faut faire confiance à son propre jugement avant tout. Et ensuite utiliser les informations que donnent les autorités en complément de celles que nous constatons par nous-mêmes. Il est bien de se renseigner de manière plus complète sur ce sujet. Allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien surtout et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.